Alors que l'ombre de l'Iran et l'ombre d'un élargissement du conflit semble plus présente que jamais, on accueille maintenant l'un de ceux qui s'est intéressé très tôt à ces questions, le politologue, islamologue Gilles Kepel. Bonsoir Gilles Kepel. Bonsoir. Merci d'être avec nous, professeur à l'École normale supérieure. Vous venez de publier Prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être avec nous. Cette frappe, pour vous, est-elle un coup d'éclat d'un régime qui a son quart d'heure de célébrité, si j'ose dire, si on peut parler comme ça, et de façon aussi légère concernant quand même des choses militaires, ou bien est-ce qu'elle en annonce d'autres sur ce front sud? Elle en suit une autre. Il y a déjà eu un missile qui est parti, qui s'est abattu en Égypte, à Taba, enfin c'était pas très bien visé, à côté de la frontière israélienne et jordanienne, hein, puisque c'est tout près d'Eilat et tout près d'Aqaba, au fond du golfe d'Aqaba. Et il me semble que c'est quelque chose qui s'inscrit juste précisément dans cette stratégie graduée iranienne de riposte. Vous avez, en même temps que ça, vous avez des attaques incessantes aujourd'hui contre les bases américaines en Syrie du Nord, pardon, et en Irak, également à l'initiative de l'Iran qui est derrière. Vous avez eu une visite très médiatisée de Monsieur Abdollahian, le ministre des Affaires étrangères iranien, en Turquie. À l'occasion du conflit, il y a aujourd'hui dans le monde musulman une bataille de leadership pour l'hégémonie sur le conflit, avec donc l'Iran qui tient à apparaître comme le pôle de ce qui s'appelle donc l'axe de la résistance, mais qui veut dépasser la dimension proprement iranienne. Et vous avez ce pôle de la résistance, comprend d'ailleurs un parti sunnite et non pas chiite, qui est le parti Hamas, que moi j'ai bien connu autrefois. Je suis allé plusieurs fois à Gaza pour interviewer ses dirigeants, etc. Les dirigeants du Hamas. Du Hamas, oui, et qui n'étaient pas à ce point dans les mains, si vous voulez, de l'Iran, comme c'est le cas aujourd'hui. Hamas avait une dimension, si vous voulez, plus nationaliste autrefois. Ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, entre autres choses parce que le leadership sunnite radical à l'échelle internationale a été très affaibli. Al-Qaïda n'est plus là, Daesh a été ratatiné, et même les frères musulmans ne savent plus trop où ils sont. Le Qatar ne s'appuie plus beaucoup sur eux parce qu'ils se sont réconciliés en partie avec l'Arabie Saoudite, ils leur servaient contre les Saoudiens, et même la Turquie d'Erdogan a dû les chasser parce qu'ils avaient besoin des pétrodollars du Golfe. Est-ce que vous établissez un continuum entre l'action du Hamas le 7 octobre, les bombardements qu'on voit aujourd'hui des Houthis au Yémen, les petites actions pour l'instant limitées du Hezbollah au nord? Est-ce que tout ça participe d'une seule et même stratégie avec le parrain au sommet, l'Iran? Oui, je pense. J'ai vu les informations dont on nous a dit qu'elles avaient été transmises par le renseignement américain aux renseignements divers européens, selon lequel l'Iran n'était pas à l'initiative. J'ai beaucoup de mal à croire que ce soit le garagiste du Hamas avec sa pince et son tournevis qui ait désactivé la barrière de sécurité israélienne. C'est très difficile à croire. Je l'ai passé, d'autres gens qui sont venus chez vous ou ailleurs l'ont passé de nombreuses fois. C'était un endroit hyper sécurisé avec de l'électronique partout, etc. Il faut avoir quand même la capacité d'un service de renseignement très sophistiqué que n'a pas le Hamas sur place. Ce sont des Iraniens qui sont venus, probablement, ou des gens qui avaient été formés. Donc tout ça s'est inscrit aussi, rappelez-vous bien ça, David, au moment où deux ministres israéliens avaient été reçus pour la première fois en Arabie Saoudite officiellement. Et Mohammed Ben Salman, qui a une politique qui dépasse très largement ce qu'avait été l'Arabie Saoudite d'antan, qui était simplement la pompe à essence des États-Unis, qui veut être une puissance globale, a été très impacté par les attaques diligentées par l'Iran sur son propre pays, c'est-à-dire les Houthis, qui sont donc ces rebelles yéménites qui aujourd'hui contrôlent la capitale et qui ont été largement soutenus par l'Iran, qui sont armés par l'Iran, qui lançaient des missiles jusque sur l'aéroport de Riyad. Et les Saoudiens étaient très désireux dans le rapprochement en cours avec Israël de bénéficier d'armement israélien, puisque Israël dispose de ce qu'ils appellent le dôme de fer, qui intercepte à peu près tout ce qui vient de Gaza. Mais alors du coup,
et ça nous ramène au conflit en cours, est-ce que l'objectif israélien d'anéantir militairement le Hamas, pour vous, la question est mal formulée, mais a un sens dans la mesure où ça n'est qu'un bras armé de l'Iran et que ça renaîtrait sous une autre forme? Oui, enfin, en ce qui concerne le Hamas, c'est autre chose, parce que l'enjeu est sur place, mais si vous remarquez bien, ça n'est pas l'offensive gigantesque qui avait été annoncée. C'est une offensive graduée, qui laisse la place à un certain nombre de négociations. Vous voyez, il y a des otages qu'on dit qu'on va relâcher, et il n'y a pas une offensive de grande ampleur contre Israël. Ce sont un drone ou deux qui viennent contre le Hamas, les Houthis. Oui. Non, contre Israël. Parce que les opposants d'Israël, si vous voulez, le front, l'axe de la résistance, entre guillemets, n'a pas déclenché une attaque massive. Beaucoup de gens s'attendraient à ce que l'attaque massive vienne du Hezbollah, puisque vous avez au Hezbollah, donc parti chiite libanais inféodé à l'Iran, vous avez une quantité d'armement très supérieure à ce que vous trouvez à Gaza, parce que tout est passé par la Syrie, par voie terrestre depuis des années. Et c'est pour cela que les Américains ont positionné le porte-avions Gerald Ford et son groupe de frappe pour éviter cela. Donc, si vous voulez, on attend tous, vous avez vu la bande-annonce. Voilà, la bande-annonce hollywoodienne du discours de Nasrallah le vendredi, jour sacré de l'islam. Et rappelez-vous que l'initiative des Israéliens, la dernière fois, a été lancée le vendredi soir pour qu'il n'y ait pas le lendemain, ça avait été un jeudi soir, vous auriez eu les mosquées du monde entier qui se seraient enflammées. Ça a été fait après. Donc là, ils ont eu une semaine avant le prochain vendredi. Et ce qui va se jouer vendredi, c'est cette hégémonie sur l'islam mondial en termes politiques. Qui sont ceux qui vont apparaître comme les meilleurs défenseurs des Palestiniens et les adversaires les plus résolus et les plus efficaces d'Israël. Là, vous parlez des manifestations qui les soutiennent. Oui, mais même à l'échelle internationale. C'est ce que je dis tout à l'heure. Or, les dirigeants arabes qui sont entrés dans le pacte d'Abraham pour avoir, entre autres, des armes israéliennes pour lutter contre leurs ennemis internes ou externes, se trouvent aujourd'hui dans une position assez compliquée. Ils sont un peu entravés dans leur volonté d'hégémonie internationale. Et le rapprochement que j'ai mentionné entre les Iraniens et M. Erdogan, qui était beaucoup plus hésitant, qui tout d'un coup a sauté le pas. Les diplomates israéliens ont été rappelés de Turquie à cause de la virulence de ses propos anti-israéliens. M. Erdogan se rapproche des Iraniens pour essayer d'apparaître comme une alternative aux dirigeants arabes qui ont fait le pacte d'Abraham, et notamment à Mohammed Ben Salman, à la principale force de la région, qui est celle de l'Arabie Saoudite, et qui est d'une certaine manière le pays qui est, à travers Israël, visé par l'offensive iranienne aujourd'hui, par l'axe de la résistance. Et pour vous, vous n'êtes pas dans le secret non pas des dieux, mais de Nasrallah, j'imagine? Non. Mais Nasrallah, avant de s'exprimer après-demain, d'abord, que faut-il en attendre? Et est-ce qu'il va de soi qu'avant de parler, il a décroché son téléphone et qu'il s'est enquis du message à faire passer de la part du parrain iranien? Le Hezbollah n'a pas véritablement de marge de manœuvre. Par rapport à l'Iran? Non. Ce sont des adeptes de ce qu'on appelle la théorie du Vilayat el-Faqih, c'est-à-dire de la gouvernance par le guide de la République islamique, si vous voulez. C'est le guide Khamenei qui domine, si vous voulez. Et Nasrallah, bien sûr, adapte à une situation libanaise. C'est un parti qui est très implanté, mais qui n'a pas d'initiative propre par rapport sur des enjeux comme ça, comme l'Iran. Quel est le rôle de Nasrallah? C'est de s'exprimer en arabe, alors que les autres sont des persans, et de faire passer à la voix du monde... Rappelons simplement que oui. en Iran, pays perse, on parle le farsi, et que dans les pays arabes, on parle évidemment l'arabe. Voilà, ce n'est pas la même langue, mais il va s'exprimer en arabe. Donc. Et aussi l'azéri, oui. Donc bien sûr, Nasrallah, lui, il y a déjà eu des phases dans le passé pendant lesquelles le Hezbollah chiite avait incarné la résistance arabe à Israël, au détriment des pays arabes sunnites, vous voyez. Et donc on voit bien que tout cela est en train de se rejouer aujourd'hui, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Erdogan, qui vous vous souvenez, il y a quelques années, lorsqu'il y avait la pandémie, le roi d'Arabie Saoudite avait évité de faire le pèlerinage avec 3 millions de personnes sur le territoire saoudien, parce que les pèlerinages,
de toute éternité, ça a été un propagateur de propagation terrible des pandémies dans toute l'histoire. Donc vous aviez un pèlerinage symbolique, vous aviez un groupe de personnes d'Égypte, de Syrie, de je ne sais quoi. Et pendant ce temps, donc il n'y avait pas l'opportunité photographique des 3 millions de musulmans rassemblés. Et c'est à ce moment-là qu'Erdogan avait réislamisé Sainte-Sophie, avec son grand moufti qui brandissait un sabre pour dire « c'est moi le véritable leader du monde musulman ». Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a pour lui une opportunité de rejouer cette ressource avec, bien sûr, tout ce que ça signifie par rapport à l'Europe. Est-ce que vous craignez une entrée en guerre du Hezbollah après-demain ? Alors, c'est difficile de faire un pronostic, évidemment, parce qu'on a toujours la possibilité de se tromper, mais je ne crois pas que l'Iran, d'après les signes qu'il a donnés ces derniers temps, favorise une initiative de cette ampleur, parce que l'entrée en guerre du Hezbollah voudrait dire que les Américains, avec le porte-avions Gerald Ford et son groupe aéronaval autour, passeraient à l'offensive. Et donc, l'Iran a-t-il la volonté de passer à une offensive comme ça, qui risque de faire en sorte qu'il sera la prochaine cible ? Je crois que pour l'instant, c'est pas vraiment la peine. Israël se trouve dans une position très difficile aujourd'hui à la cause de l'offensive sur Gaza. Et on annonce à peu près 8000 morts, si vous voulez. L'offensive d'éradication du Hamas peut être, approuvée par des alliés d'Israël ou par une partie de la population israélienne qui estime qu'il est nécessaire qu'Israël recouvre le sentiment de son invincibilité militaire. C'est un enjeu très important pour laver les images atroces de ce qui s'est passé, l'affront de la razzia du 7 octobre, si vous voulez. Mais le problème, c'est la tuerie des civils, qu'on ne voit pas, contrairement à ce qui s'est passé le 7 octobre, où ces vidéos épouvantables ont été diffusées dans le monde entier. Là, on la voit aujourd'hui un peu. Oui, mais... Avec Jabalia. Voilà, on voit un petit peu ça, effectivement, ça commence. Donc il y a toute une tension qui se manifeste, comme vous le savez aussi, en Europe et dans notre pays. Et de ce point de vue-là, l'Iran a déjà gagné une manche. D'une certaine manière, oui. Or, passer à une offensive militaire de grande ampleur, je ne vois pas quel en serait aujourd'hui l'intérêt, sauf à tester la volonté américaine. Et c'est un enjeu tel pour les États-Unis, ne parlons pas même de la vie politique américaine, avec le groupe aéronaval américain juste en face, que ça me semblerait quand même un risque absolument gigantesque. Dernière question. D'autant plus que, si je puis me permettre, il y a quand même le rôle du Qatar qui passe son temps à faire de la négociation. Le Qatar, qui est très lié, c'était peut-être la question que vous allez me poser d'ailleurs, David, je ne sais pas, mais qui a des accès importants en Israël, qui en a avec le Hamas. Il faut rappeler aussi quand même que le Qatar, pendant des années, envoyait un avion chaque mois à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, plein de dollars, escorté par le Mossad jusqu'à la frontière d'Erez, cette frontière qui a été détruite par le Hamas, ensuite par les Égyptiens jusqu'à la capitale de Gaza, et qui répartissait ensuite l'argent pour les services publics, mais pour le Hamas également. Donc vous avez le Qatar qui joue un rôle extrêmement important, on l'a vu ces jours-ci, de négociation, et donc et l'Iran a intérêt à tout ça, me semble-t-il pour l'instant. Non, la dernière question, c'est le Hamas, justement. Quelle, non pas réaction à Jabalia, mais quelle attitude après le début de cette offensive terrestre israélienne? Eh bien, nous referons le 7 octobre. Voilà ce qu'affirme le Hamas par la voix d'un des membres du bureau politique de l'organisation. Écoutez. إسرائيل دولة لا مقام لها على أرضنا. إحنا الدولة لابد أن نزيلها لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية، يجب أن تنتهي. لذلك احنا لا نخجل من نقول ذلك بكل قوة، إنه إسرائيل لازم نأدبها وحنأدبها مرة ثانية وثالثة، ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة، لا حتكون ثانية وثالثة ورابعة، لأنه احنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات أن نقاتل نعم. ونحارب، لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن. نعم احنا مستعدين، معلش بدي أقول لك بشكل واضح، احنا اسمنا شعب الشهداء وبنفخر أن نقدم شهداء. Montage Lilian, vraiment, il y a plusieurs choses dans cette déclaration. Il y a bien sûr, nous sommes prêts à sacrifier tous les civils qu'il faudra. D'une certaine manière, ça fait notre affaire. Mais il y a aussi,
Israël est un pays qui n'a pas sa place sur notre terre. Donc, d'une certaine manière, il est réaffirmé qu'Israël doit disparaître. Ça, c'est ce que dit Hamas, bien sûr. Mais la question, c'est est-ce que la population palestinienne va le suivre jusqu'au bout là-dessus? Et est-ce que le massacre, si le prix à payer pour ce projet, c'est le massacre des habitants de Gaza, est-ce que ceux-ci sont totalement alignés derrière le Hamas ou est-ce qu'ils considèrent qu'il y a une autre politique, si vous voulez? Ont-ils les moyens de se révolter? Non, aujourd'hui, indéniablement non. Mais est-ce que l'initiative du Hamas, pour l'instant, tous les amplificateurs politiques de la région, de la Turquie, de M. Erdogan, à l'Iran, au Hezbollah, etc., vont dire qu'il faut le faire, que c'est une nécessité absolue. Maintenant, il faut voir si la population en question, au nom de laquelle s'expriment ces dirigeants politico-religieux, et estime que ce sacrifice est utile ou s'il y a une autre solution, parce que les dommages sont terribles. Alors, on peut bien sûr, dans la rhétorique guerrière, c'est pas grave, on sacrifiera nos femmes, nos enfants pour l'éternité, etc. Mais je crois qu'en réalité, ce sont des ajustements permanents qui sont en train de se produire. Vous voyez, vous avez la rhétorique, on a entendu ce dirigeant du Hamas, là, à la télévision libanaise, je crois, et on va entendre ce que va dire Nasrallah vendredi, mais qui sera, à mon sens, plutôt quelque chose qui a pour but aujourd'hui d'exercer une position hégémonique et de marginaliser les gouvernants arabes qui sont leurs adversaires. Les gouvernants arabes qui sont accusés d'avoir, un, pactisé avec Israël, et deux, d'être liés aux Européens et surtout aux Américains. Il me semble qu'il y a plusieurs niveaux. Pour vous, c'est plutôt là-dessus que ça va se jouer. Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'avoir été avec nous.